Merci Romuald, merci à toutes et à tous d'être présents. Donc il y aura sûrement des petits sauts de police, puisque je vois déjà que sur ma première slide, il y a une police qui a sauté. Donc voilà, merci de votre compréhension sur les petits détails qui vont peut-être apparaître sur mon diaporama. Donc en effet, je suis responsable de la formation et de l'animation du réseau au sein d'Ikigai. Ikigai, c'est un projet qui est né en 2017 au sein d'une université, à Sorbonne Université. C'est un projet IDEX avec la volonté de créer du jeu sérieux pour accompagner l'enseignement. De là est né, comme le disait Romuald, entre 2020 et 2021, dans le contexte que tout le monde connaît, l'association qui a été créée pour mutualiser ce qui avait été construit, créé au sein de Sorbonne Université au départ, en se disant que tout ça pouvait être mis en avant, mis en groupe, mis ensemble avec d'autres universités qui pouvaient se poser la question de l'usage du jeu en apprentissage. Paris-Saclay en fait partie et a rejoint tout de suite le projet à l'époque. Donc vous voyez nos ministères de tutelle, et aujourd'hui on fait à la fois du jeu sérieux, donc on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais on fait aussi des outils d'innovation pédagogique numérique, puisqu'on a la compétence dans notre équipe, une équipe de presque 15 salariés actuellement, à temps plein dans l'association. Et on a 6 ou 7 personnes supplémentaires qui sont dans la spin-off, qui sont des chercheurs ou des chercheuses en chiffres, qu'on héberge au sein de l'association, dans la spin-off qui appartient à 100% à l'association. Donc, voilà, typiquement c'est un peu cracra, c'est pas grave. L'ensemble de nos membres, qui sont répartis en 9 cercles. Donc vous voyez, il y a une grosse... dans la balance, il y a énormément d'universités, c'est normal, on a été créé pour ça. On travaille pour créer des outils et des jeux au service des universités et des grandes écoles de l'enseignement supérieur. Donc avec nos membres, au fur et à mesure des années, on s'est dit que c'était pas suffisant, qu'on n'avait pas suffisamment fait. Donc on ouvre aussi nos jeux maintenant au secondaire. Puisque l'important, c'est que tous ces jeux, quoi qu'il arrive, sont utilisables gratuitement, sans pub, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez aller jouer à nos jeux sur notre portail, sans même avoir besoin de vous inscrire. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez les mobiliser. L'ensemble de nos membres a aussi accès à l'ensemble du code de chacun des jeux qu'on a développés. Donc on parlait tout à l'heure de la mutualisation aussi du code pour créer un nouveau jeu. Créer un nouveau jeu, ça coûte moins cher aujourd'hui pour n'importe quel membre de l'association, parce qu'on va remobiliser le code qui a été créé par un autre jeu, et ainsi de suite, d'année en année. Je vous donnerai des exemples typiques de budget tout à l'heure. Donc les problématiques qui avaient été évoquées au départ, et que vous connaissez sûrement toutes et tous, c'est que souvent pour une université seule ou pour une équipe seule, c'est très très cher à développer un jeu vidéo. Donc même un jeu vidéo indépendant, les jeux vidéo indépendants que vous voyez sur le marché ou que vous voyez sur Steam, si vous êtes des joueurs de jeux vidéo, ça tourne très rapidement entre 100 et 800 000 euros. 100 000 et 800 000 euros. Les jeux que vous voyez dans les magasins de jeux vidéo, c'est entre 30 millions et 800 millions. Voilà, ça vous donne l'ordre d'idée des choses. Un projet souvent de jeu sérieux universitaire, on va tourner, comme budget disponible, entre 15-20, c'est les grands minimums, et on va tourner autour de 300-400 000 euros pour les plus gros projets. Donc ça, c'est des budgets qui sont souvent inaccessibles pour une université seule, ou en tout cas pour une équipe seule. On arrive très vite sur des projets où il va falloir mutualiser. D'où le fait de créer une association qui va permettre de le faire. On a aussi l'idée qu'on oublie souvent la maintenance des jeux. Donc il y a une étude qui montrait, il y a très peu de temps, il y a 2 ans, qu'au bout de 2 ans de création d'un jeu, les 80% des jeux sérieux étaient inutilisables. Donc c'est complètement dingue parce qu'on se dit qu'un jeu qui a été créé comme un investissement, finalement devient du fonctionnement qui disparaît au bout d'1 an et demi, 2 ans. Soit parce qu'il n'y a pas de maintenance du tout qui est prévue, et dans ce cas-là, elle est juste plus opérable avec les nouveaux systèmes d'exploitation. Soit parce que finalement, il est plus hébergé correctement, soit parce qu'il est plus supporté par l'équipe qui l'a créé, parce que peut-être qu'elles ont changé de poste, les équipes ont changé, les contenus ont changé, et finalement, on n'a pas pu reprendre le contenu à l'intérieur. Donc tout ça, ça a un coût finalement assez énorme, et
encore aujourd'hui, on voit apparaître des projets qu'on nous donne, ou qu'on essaie de préserver d'une certaine façon, en nous les donnant, en disant celui-là, on ne va plus pouvoir l'héberger chez nous. Tant qu'à faire, il faut qu'il soit encore accessible, et donc on l'héberge, même si ce n'est pas nous qui l'avons fait. Et donc Ikigai, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Hop, je vous ai fait une liste à côté. Donc on a une équipe avec plein de compétences complémentaires. Donc si vous avez déjà suivi des formations Ikigai, vous m'avez peut-être déjà vu. Je suis souvent le visage qu'on reconnaît parce que je suis visible de l'extérieur, mais on est donc plus d'une quinzaine. Et je suis celui qui est le moins développeur de tous mes collègues. Donc moi, mon rôle, c'est plutôt la partie pédagogique. Je suis en responsabilité du contact avec tout ce qui est pédagogie et tout ce qui est création des dossiers, initiation des projets au sein de nos membres. Ensuite, on va avoir une dizaine de développeurs de jeux vidéo qui sont issus du Serail, de la création du jeu vidéo. On a 5-6 personnes qui sont dédiées à la création de jeux web. Donc on avait aujourd'hui les deux projets différents, une qui utilisait les flashcards, une technologie jeu vidéo, donc Unity, et une technologie web sur GreenShift. J'ai failli me tromper. Et on a un portail qui supporte tout ça, avec l'idée que ce portail, au fur et à mesure, collecte l'ensemble des données qui sont créées à l'échelle nationale pour pouvoir faire de la recherche publique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, sur Flashcard, il y a de la recherche publique qui est en train de se développer à l'Université de Lille, pour démontrer que les flashcards numériques ont vraiment un impact sur la mémorisation, ce qui n'est pas encore démontré, il n'y a pas d'étude sur ça aujourd'hui. Enfin, si, il y a une étude avec du déclaratif sur 8 personnes à Oxford University, il y a à peu près 10 ans. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose, et donc l'idée c'est de dépasser ça, et donc il y a tout le portail, tout notre portail est dédié aussi à ça, à devenir un instrument de recherche, et donc c'est pour ça qu'on héberge aussi des chiffres, et qu'on est référencé au répertoire national des structures de recherche. L'ensemble des données qui sont créées au sein de nos jeux sont hébergées dans chacune des universités des étudiants qui mobilisent le jeu. Donc un étudiant de Paris-Saclay a ces données qui restent à Paris-Saclay. Jamais elles n'arrivent jusqu'à chez nous. Ça permet d'avoir une structuration ultra sécurisée de l'ensemble des données. Et donc, vu qu'on a créé cette structuration, la technique, ça nous permet aussi de participer à l'échelle européenne à des projets structurants, justement sur l'accompagnement de l'apprentissage via le numérique, puisqu'on a une structure finalement qui est assez unique et qui n'existe pas par ailleurs, qu'on a d'abord dédiée au jeu, mais qui en fait devient de plus en plus uniforme sur l'innovation pédagogique numérique. Donc aujourd'hui, à quoi vous avez accès quand vous allez sur ikigai.games? Vous avez accès à, et pas 27 jeux, mais 29 jeux, il y en a un peu plus, 29 jeux qui sont partagés sur la une du site, donc qui sont déjà des jeux finis, avec plein de catégories différentes de jeux. Je reviendrai après sur les jeux pluridisciplinaires, comme Flashcard, mais vous allez avoir des jeux sur des thématiques précises qui vont des soft skills à des compétences qui sont très marquées en termes de discipline. On va avoir des jeux en anglais, on va avoir des jeux en biblio, sur la bibliographie, comment créer une bibliographie, sur les normes. On va avoir des jeux sur l'approche par compétences, peut-être qu'il y en a certains qui sont intéressés par l'approche par compétences, Apichou, qui est même un jeu de société à imprimer. Donc on a du jeu vidéo, on a du jeu à imprimer. On a aussi maintenant un certain nombre d'outils numériques. Pour l'instant, on en a un qui s'appelle KMoodle, qui a un plugin Moodle pour créer des procédés chimiques, pour dessiner des procédés chimiques. Donc au fur et à mesure, on développe un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition sur l'ensemble de la communauté. Et on a, si vous allez tout en bas de notre site, vous allez voir, il y a une rubrique cachée qui s'appelle le Lab. Je vous invite à y aller. Je donne le tips à chaque fois que je suis en présentation, parce que vous allez trouver des jeux qui sont à différents degrés de création. Donc vous allez trouver aussi différentes formes de jeux vidéo. C'est assez intéressant pour appréhender à quoi peut ressembler un jeu vidéo au fur et à mesure de son développement. De la version alpha où finalement le jeu marche, mais il y a plein de choses à revoir, notamment des fautes orthographiques, peut-être un bug à un moment donné d'animation, tout ça. Et puis au fur et à mesure, la bêta
qui ressemble à un jeu quasi fini mais qui est en train d'être testé avec le public, et une version Gold. Donc la version Gold, c'est celle qui apparaît après sur la première page du site. Ça j'ai déjà dit. Vous avez aussi un certain nombre de jeux qui sont pluridisciplinaires. Et ça, moi, je vous conseille tout particulièrement d'aller les regarder si vous êtes intéressé par le jeu sérieux, parce que c'est des jeux qui sont déjà mobilisés un peu partout en France, ici aussi, et qui bénéficient d'améliorations continues suite à l'apport de chacune des universités qui le souhaitent. Donc là, par exemple, on a tout à l'heure parlé de Flashcard. Flashcard est au départ... Hop, je crois que c'est... Voilà. Au départ, Flashcard a été développé par l'Université de Lille. Donc c'est un projet qu'on a mené avec l'Université de Lille il y a 3 ans, si ma mémoire est bonne. Et au fur et à mesure, des années avançant, d'autres universités, l'Université Paris-Saclay s'est ajouté, le collectif Fortime a apporté un peu d'argent pour, en cours d'année, nous permettre d'ajouter de l'IA intégrée, de l'IA fermée intégrée pour la création de contenu dans les cartes. Donc vous pourrez créer des cartes à l'intérieur qui sont générées via une IA qui est fermée. Donc tous ces jeux qui sont là sont des jeux qui sont utilisables partout parce qu'on va pouvoir créer du contenu à l'intérieur. Vous allez pouvoir injecter le contenu que vous souhaitez. C'est ce qu'on appelle des jeux coquilles chez nous. C'est-à-dire que la coquille est créée, le jeu marche et il suffit que vous injectiez à l'intérieur ce que vous souhaitez. Pour Flashcard, on l'a vu tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, sauf si vous avez des questions. Master's Quiz, c'est un jeu de quiz, comme son nom l'indique, dans lequel on a intégré une version course et auto-évaluation depuis quelques jours en bêta-test. Et Rankit, qui a été co-développé aussi avec l'Université Paris-Saclay, qui est un jeu de classement d'éléments, comme le disait Romuald tout à l'heure, qui ressemble un peu à Timeline ou à The Line, Cardline, ce type de jeu-là. On va classer les cartes les unes par rapport aux autres. Sauf que cette fois-ci, on ne les classe pas obligatoirement par histoire, dans le classement historique des choses, mais plutôt on va classer selon n'importe quel élément, selon un axe, donc un axe de données. Voilà, je vous ai mis un petit exemple avec un seul et même thème, la bataille de Marignan, qu'on prend toujours comme exemple pour quasi tous les jeux. Donc dans Flashcard, on va avoir une question dont on va mentaliser la réponse, et après on va s'auto-évaluer, ce qui va nous permettre de retenir dans la durée. Dans Master's Quiz, on va avoir une évaluation formative. Donc on pose la question, on a différents choix, on a tout de suite un feedback sur la réponse qu'on a donnée, et même aller plus loin, pourquoi pas un lien qui va nous renvoyer sur des compléments d'information. Et donc aujourd'hui, on ajoute à ça dans Master's Quiz le multijoueur jusqu'à 8 joueurs. Et dans Rankit, on va classer les éléments les uns par rapport aux autres. J'ai pris l'exemple le plus classique, le classement historique. Et donc là, on va plutôt hiérarchiser des contenus les uns par rapport aux autres et essayer d'estimer une valeur. On n'est plus dans la mémorisation directe d'un chiffre, on est plutôt dans l'estimation de quelque chose par rapport à d'autres. On va aussi pouvoir classer des éléments de processus, par exemple, dans ce type d'enchaînement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre, par exemple, différentes étapes d'un seul et même process qu'on doit suivre dans l'ordre, et donc retrouver quelles étapes vont à quel endroit, et ainsi de suite. Et c'est aussi un jeu qui est jouable en multijoueur jusqu'à 8. Donc tout cela est accessible pour vous toutes et tous. Il suffit que vous vous inscriviez sur la plateforme, parce que pour le coup, les espaces enseignants sont dédiés aux enseignants qui sont membres de nos universités. Ça nous permet de vérifier que seulement du personnel universitaire crée du contenu sur notre plateforme. Puisqu'après, les jeux de cartes, que ce soit Rankit, Flashcard ou Master's Quiz, les éléments sont diffusables avec la granularité que vous souhaitez en tant que créateur du contenu. Soit à votre échelle à vous, vous le diffusez comme vous le souhaitez pour vous et pour un petit groupe avec un code, notamment dans Flashcard, ce que nos collègues ont fait tout à l'heure. Soit vous décidez de le diffuser à l'échelle universitaire de votre université. Donc dans ce cas-là, toutes les personnes qui s'inscrivent avec une adresse de votre université auront accès à votre contenu. Soit vous décidez de le diffuser à large échelle nationale. Et donc là, dans ce cas-là, n'importe qui télécharge le jeu, comme je vous rappelle gratuitement et sans inscription, va avoir accès au contenu que vous avez créé. Donc on a quelque chose aussi qui est très ouvert, qui permet aussi de travailler sur la médiation des savoirs, même en dehors des cours que vous donnez. Il y a un aspect vraiment communautaire de travailler à la divulgation du savoir à grande échelle.
Et dans la même idée que la mutualisation, on fait de la mutualisation sur les briques de données, vous pouvez faire de la mutualisation sur le contenu qui est dans l'application. Si un collègue a mis son contenu en diffusion publique, en tant qu'enseignant, vous avez le droit de remobiliser le contenu qu'il a créé pour l'intégrer dans votre cours. D'accord ? Il y a toujours une appartenance de sa première carte qui lui appartient, mais pour autant, vous avez le droit de la rediffuser à l'intérieur de votre cours. Donc vous allez pouvoir créer des paquets de cartes qui sont vraiment dédiés à vos éléments, soit en construction directe, en personnalisant l'entièreté du contenu, soit en remobilisant du contenu d'autres collègues qui ont choisi de le diffuser largement. Donc à travers la plateforme aussi, une fois que vous êtes... quand vous vous inscrivez sur la plateforme, soit vous utilisez votre CAS, soit vous utilisez votre adresse universitaire, ça vous détecte automatiquement et ça vous donne les droits enseignants. Vous allez pouvoir créer du contenu comme on voit à droite. Donc ça c'est l'ancienne version de Flashcard, puisque maintenant les petits bugs sont des drapeaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous avez aussi, dans les prochaines semaines, vous aurez la possibilité de voir l'ensemble des données autour de l'usage de vos jeux. Donc ça, c'est une grosse évolution, c'est que vous allez pouvoir suivre l'usage de vos jeux, les taux de réussite, les groupes qui les ont mobilisés. Donc en fonction des universités, des différentes chartes universitaires, on est en train de mettre en place différentes possibilités et des précisions sur les données qui vont vous permettre de suivre plus ou moins précisément les différents groupes qui mobilisent vos jeux. Vous avez tout un tas d'événements où vous reverrez mon visage, souvent en format numérique. Donc il y en a toute l'année. Donc je vous invite à vous inscrire si vous souhaitez être accompagné pour créer les jeux. Je reste aussi à disponibilité en permanence pour répondre à vos questions, mail, sur l'accompagnement en plateforme. Chacun des jeux est aussi accompagné de fiches pédagogiques, souvent aussi de débriefs pédagogiques à l'oral. Donc vous avez un ensemble d'outils d'accompagnement qui peuvent vous servir en fonction de la façon dont vous aimez les utiliser. Quel est le média que vous préférez? C'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, il y a un ensemble d'éléments qui vous permettent d'être accompagnés sur l'ensemble des jeux, et notamment sur les jeux pluridisciplinaires où vous pouvez créer du contenu. Et donc, l'idée, c'est de vous rendre autonome dans la création de contenu pour que vous soyez très rapidement en capacité de créer vos propres jeux de cartes. Et pour finir, je vous montre quelques exemples de jeux qu'on n'a pas vus aujourd'hui, parce qu'on en a vu beaucoup déjà. Donc un des derniers jeux qu'on a créé s'appelle On vous rappellera, qui est sur la préparation à l'entretien d'embauche. Je vous invite à le mobiliser si vous avez des étudiants qui sont en recherche de stage ou des choses comme ça. Donc on est vraiment sur la préparation à l'entretien d'embauche et pas seulement sur comment se passe un entretien. Donc c'est assez intéressant, ça met l'accent sur qu'est-ce qu'il faut faire avant d'arriver face à un recruteur. Et donc c'est un jeu qu'on a co-développé avec l'Université de Nîmes qui a extrêmement bien marché, à tel point qu'on a une suite qui arrive dans l'année. Donc en version jeu vidéo et en version jeu de plateau, avec de différents profils de personnages. Un escape game en 3D que vous pouvez modifier. C'est pas le plus évident à modifier, parce que là il faut rentrer dans les lignes de code, mais vous pouvez le télécharger, vous pouvez modifier l'intérieur. Pour autant, il existe déjà aussi avec 3 modules, un sur l'informatique, un sur l'éducation, les sciences de l'éducation, et un sur l'accessibilité. Vous avez un jeu en visual novel qui est sur les fake news, donc c'est un jeu en aventure textuelle, dans lequel vous devez faire des choix, un ensemble de choix qui vont contraindre ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Et donc là, c'est un vrai jeu qui se joue sur... c'est entre 6 et 8 heures. 6 si vous êtes très rapide. Et c'est un jeu qui est diffusé comme un vrai jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il est sur toutes les plateformes de jeux vidéo, gratuitement. On est sur la première POC, c'est la première preuve de concept de Ikigai, pour montrer la capacité de la mutualisation pour les universités de se dire qu'on peut faire des jeux vidéo avec une aussi grande échelle que pourrait faire qu'un acteur de l'industrie, mais cette fois-ci avec une volonté de transmettre un message à travers le jeu. Et donc là, on travaille sur tout ce qui est fake news. Autre preuve de concept, donc Arosio qui travaille sur le théâtre antique d'Orange. Donc cette fois-ci, on est dans la découverte d'un lieu patrimonial où on va pouvoir soit faire de la visite libre, comme on pourrait le faire
chacun d'entre nous si on allait sur place. En l'occurrence, on reste chez nous et on peut faire la visite. On peut visiter le théâtre comme il l'était à l'Antiquité. Donc pour ceux qui le connaissent, il y avait d'ailleurs une émission hier soir dessus. Vous voyez très bien qu'il est beau, il est reconstitué cette fois-ci. Il est reconstitué comme à l'Antiquité. Et il y a toute une version jouée, notamment pour accompagner les adolescents, qui sont moins friands de la visite libre, mais plus de l'enquête et le jeu. Et donc il y a toute une enquête qui dure à peu près 1 heure, qui permet de découvrir tout un tas de métiers de l'archéologie. Parce que l'archéologie, on met un grand mot archéologue, il y a plein de sous-métiers dans l'archéologie. Ça permet de découvrir tous ces éléments-là, tout en découvrant l'aspect architectural. Et ça, c'est déclinable à, bien sûr, tous les... L-Link. Ça va, je connais bien encore nos vidéos. Donc Arosio, ce type de jeu est déclinable bien sûr sur tous les lieux patrimoniaux et c'est ce qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir le proposer facilement et pour peu cher dans chacune des universités. Donc vous avez compris, à chaque fois l'idée c'est de réussir à avoir des prototypes de jeux assez concrets qui peuvent après avoir un écho et qu'on puisse reproposer sous différentes formes et donc finalement pour peu cher puisqu'on l'a déjà fait une fois pour un autre. Et je vais terminer, ou presque terminer, avec les différents projets qu'on a pu faire avec l'Université Paris-Saclay. Merci Romuald, merci l'Université Paris-Saclay qui nous a soutenus sur différents projets avec les équipes qui les ont portés. Donc Flashcard et GreenShift, on en a déjà parlé. Alaya, avec Lionel qui est là-bas, autour des télécommunications et du codage canal. Rankit, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a été fait avec l'ENS Paris-Saclay et l'Université Paris-Saclay, et l'Institut Georges Vivemont-Charpak, qui est le jeu de rangement. Letocine sur l'accessibilité numérique. Climatic Tac, donc vous connaissez sûrement la version jeu de plateau. Il y a la version numérique qui existe aussi, qu'on a fait ensemble, qui va connaître une deuxième version cette année, puisqu'on a obtenu des financements dessus. Je ne sais pas si tu étais au courant. On a obtenu des financements dessus pour pouvoir l'améliorer, pour ajouter des éléments à l'intérieur. Et avec le coordinateur de ce projet, on va aussi créer une Climatic Tac Océan qui n'existe pas, et donc sur les enjeux autour de l'océan. Et donc, encore une fois, à moindre coût, puisque le jeu existe déjà, donc on n'a plus qu'à changer quelques mécaniques. Et il y a 2 jeux qui arrivent, puisque lauréat de l'appel à projet de l'année dernière, qui s'appelle Viruno, c'est des noms, c'est pas des noms finaux. Viruno, c'est un jeu de défausse de cartes autour des caractéristiques des virus, qui sera complètement déclinable en termes de mécanique, puisque défausser des cartes, ça peut être associé à n'importe quel type de discipline. Donc aujourd'hui, on le développe autour des virus. Et Interview Royale, qui se place cette fois-ci dans les conditions d'un entretien d'embauche, où là, on simule un entretien d'embauche en anglais. Et donc qui sera aussi déclinable dans d'autres situations, et qui est complètement complémentaire avec « on vous rappellera ». Et donc vous voyez aussi tout l'intérêt d'avoir cette constellation de membres dans l'association, c'est que certains vont être intéressés par une partie, d'autres plus par une autre, chacun va prioriser ses envies, ses besoins, et au fur et à mesure, on crée un package complet qui va servir à toutes et tous. Et je termine sur ça parce que je crois que je suis au bout de mon temps. C'est vrai ? Oh, ça va. Pardon. Dans les outils pédagogiques dont je vous ai parlé de KemMoodle, qui est là-bas à gauche, qui permet de... S'il y a des chimistes dans la salle ? Des chimistes ? Oui. Donc vous avez sûrement accès à des logiciels qui vous permettent de dessiner du procédé chimique. Jusqu'à présent, a priori, moi je ne suis pas expert de ça, même si j'ai fait mes études en chimie, c'était des logiciels propriétaires. L'idée de l'Université de Strasbourg, c'était d'avoir un outil qui puisse être complètement open source et développé pour les universités et qu'elles puissent le modder comme elles le souhaitent, donc ajouter des éléments comme elles le souhaitent. Donc on l'a fait avec l'Université de Strasbourg et maintenant c'est à disposition de chacun et chacune d'entre vous. Donc n'hésitez pas à le mobiliser et puis à diffuser les différents modes que vous pourrez créer pour l'améliorer au fur et à mesure. Et il y a Mixap qui arrive, qui n'est pas encore tout à fait fini, de l'Université du Mans. Il y a déjà une version bêta qui est accessible bien sûr, mais qui n'est pas en version vraiment finalisée. Et dont le but est de travailler sur la réalité augmentée à travers des documents statiques. Donc c'est quelque chose qu'on connaît assez bien, une technologie qui était beaucoup déployée il y a encore quelques années, et qui au fur et à mesure est devenue
des codes sources propriétaires, donc qui est mobilisé par des applications propriétaires qui sont souvent assez chères, en fonction du nombre d'utilisateurs qu'on va mobiliser, auxquels on va proposer les usages. Et donc là, avec l'Université du Mans, on a mis en place une solution qui sera complètement open source, encore une fois. Et un petit point sur ce qui arrive en termes de science, cette fois-ci, parce que comme je vous l'ai dit, on fait de la recherche aussi. Bon, bien sûr, vous voyez le mot central qui est en ce moment un petit peu partout et sur toutes les langues et dans toutes les bouches. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui tourne autour de nous, parce qu'aujourd'hui, on touche presque un bassin d'1 million d'étudiants. Donc bien sûr, c'est intéressant de travailler sur 1 million d'étudiants en termes de données. Bon, bien sûr, il n'y a pas 1 million d'étudiants qui jouent à nos jeux actuellement, mais avec l'ensemble de nos universités membres, il y a en tout cas un potentiel d'1 million d'étudiants et étudiantes. Donc il y a tout un aspect aussi lié à l'usage de ces données pour créer une intelligence artificielle qui appartiendrait aux universités sur qu'est-ce que l'apprentissage étudiant, comment le favoriser, comment aider à créer du contenu pour les enseignants et enseignantes dans des choses qui sont fermées. Voilà, il y a tout un tas d'enjeux avec plein de critères éthiques à voir avec l'ensemble des universités. Et ce type de consortium est aussi là pour ça, pour aider à structurer ce type de réflexion entre différents partenaires qui, des fois, ont des difficultés à discuter de ces sujets, à part au ministère, quand ça marche. Et bien sûr, on est en train de travailler en même temps sur l'auto-adaptation des jeux. Alors, c'est un sujet très en vogue, sur lequel, à mon avis, il y aura plus d'avancées sur la partie ludique chez des grands opérateurs professionnels. Mais il est important de se placer, nous, sur la partie pédagogique. Comment on adapte un jeu aux avancées d'un joueur, sans que ça soit complètement écrit comme dans Flashcard, où là, finalement, ça s'auto-adapte, parce qu'en faisant nos choix, le jeu s'adapte à son joueur. Là, l'idée, ça serait de détecter dans n'importe quel jeu les forces, les faiblesses d'un joueur, pour pouvoir lui proposer un ensemble d'éléments qui pourraient l'aider et l'accompagner par la suite du jeu. Donc essayer de créer un débriefing personnalisé avec un joueur qui n'est pas en présentiel de quelqu'un. Donc on est vraiment sur cette idée que le jeu n'est pas toujours autoporteur, mais qui va avoir du sens en étant accompagné. Et je termine en remerciant notre conseil scientifique. Donc on a bien sûr au moins un membre de chaque université. On a un peu plus d'universités membres actuellement, donc le temps qu'ils élisent leur personnel à notre conseil scientifique, le conseil scientifique permet de justement régler toutes les questions d'éthique, de voter l'accessibilité ou non à une recherche publique de nos données. Donc il y a tout un aspect aussi assez important au sein du conseil scientifique qui va permettre de faire de la recherche à travers les données que notre consortium produit. Et ça se passe au sein de ce conseil. Et donc, voilà, il faut remercier Fanny et Jean-Olivier qui mettent beaucoup de temps sur ces sujets-là pour coordonner 24 collègues qui sont à travers toute la France et pas que métropolitaine, donc avec différents fuseaux horaires. Et c'est même francophone parce que Fanny est enseignante à l'université de Namur. Donc vous voyez qu'on commence à s'internationaliser pour l'instant sur la partie francophone. Et j'ai bien assez parlé, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.